Ohayo gozaimasu à tout le monde les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. C'est normal si je suis un petit peu en mode présentateur aujourd'hui. Voilà, j'ai abîmé un petit peu mon bras, du coup il tenait pas trop, du coup je me suis dit bah écoute, on va faire la vidéo comme ça va passer. En plus je trouve ça carrément stylé, c'est la première fois que je fais ça. J'espère qu'il n'y aura pas des petits bruits parasites, mais bon, je vais essayer de pas trop bouger et ça va le faire. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un format que j'ai déjà fait sur la chaîne il y a maintenant un bon bout de temps. Je vais vous montrer des photos creepy, mais avant de vous les montrer, je vais vous raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière ces photos. Alors je vais pas non plus trop rentrer dans les détails de ces histoires, je vais passer assez brièvement dessus pour qu'on voit quand même plusieurs photos et pas seulement une ou deux quoi. Donc j'espère que vous allez kiffer, installez-vous confortablement et on perd pas plus de temps. On commence avec la première photo. Le 23 mai 1901, les autorités ont reçu une lettre anonyme leur indiquant qu'une femme est séquestrée dans une maison à Poitiers, plus précisément au 21 rue de la Visitation. La police effectue donc quelques recherches sur l'adresse indiquée et ils découvrent que la personne qui habite dans cette maison est une veuve. Elle s'appelle Madame Louise Monnier et elle est âgée de 75 ans. Le lendemain matin, les autorités se rendent à l'adresse indiquée, ils toquent à la porte, Madame Monnier leur ouvre la porte, les gendarmes lui demandent à rentrer. Madame Monnier refuse, elle essaye même de repousser les gendarmes, mais les gendarmes insistent et ils rentrent dans la maison. Ils commencent à monter au deuxième étage et à ce moment-là, ils se mettent à sentir une odeur vraiment désagréable qui semblait provenir de l'une des portes. Donc ils ouvrent cette porte et ils découvrent une pièce plongée dans l'obscurité. Les volets sont fermés, l'odeur est vraiment nauséabonde, il y a de la nourriture partout, des excréments, il y a même des insectes. Malgré l'obscurité, ils parviennent quand même à discerner quelque chose. On dirait qu'il y a comme une sorte de forme humaine allongée sur le lit. Donc ils se rapprochent un petit peu et à ce moment-là, ils découvrent une femme toute nue, allongée sur le lit. Cette femme ne fait que 25 kilos. Il s'agit en fait de Blanche Monnier, donc la fille de cette dame. Elle est âgée de 52 ans. Une photo de la femme a été prise et sa mère, donc Louise Monnier, ainsi que son frère ont été arrêtés. Les enquêteurs apprendront par la suite que cette femme est enfermée dans cette pièce depuis 25 ans. Et depuis, elle n'a pas revu la lumière du jour. Madame Monnier a expliqué aux policiers qu'elle aime profondément sa fille, mais sa santé mentale s'est dégradée vers l'âge de 23 ans. Apparemment, elle refusait de sortir de sa chambre, elle s'exhibait toute nue devant la fenêtre, elle refusait qu'on la lave et elle repoussait toute nourriture qu'il lui apportait. Mais dans les médias, c'est pas du tout la même histoire. Apparemment, Blanche Monnier était amoureuse d'un garçon et sa mère n'approuvait pas leur relation. Et donc pour éviter qu'elle le voie, eh bien elle l'a enfermé dans cette pièce. En 1951, une propriétaire d'un complexe d'appartements à Saint-Pétersbourg, en Floride, a reçu le courrier du quotidien de l'une de ses locataires. Donc elle est allée à son appartement pour lui transmettre son courrier. Elle a toqué à la porte, mais pas de réponse. La femme qui habite dans cet appartement s'appelle Marie Reiser. Elle a 67 ans et tous les matins, elle a pour habitude d'écouter la radio. Et la radio s'entend assez bien parce que les murs de la maison sont assez fins. Mais ce jour-là, la propriétaire n'a rien entendu. Donc elle a trouvé ça un petit peu bizarre. Elle a de suite senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc elle s'est mise à appeler Marie, elle a retoqué à la porte, mais toujours pas de réponse. Donc la propriétaire se décide à essayer d'entrer, elle essaye la poignée, mais la porte est fermée, et elle remarque à ce moment-là que la poignée de la porte est vraiment très chaude. La propriétaire n'a donc pas perdu de temps, elle est retournée à sa maison et elle a appelé la police. La police est ensuite arrivée, ils sont rentrés dans son appartement et ils ont découvert quelque chose d'effroyable et de complètement inexplicable. Marie ainsi que la chaise sur laquelle elle était assise ont complètement été incinérés. Il restait seulement le pied gauche de Marie, son crâne
et une partie de sa colonne vertébrale. Le crâne de Marie a rétréci jusqu'à une très petite taille, un détail qui compliquait encore plus l'affaire parce que sous une chaleur intense, le crâne est censé grossir, voire même exploser. Et le truc, c'est que tout ce qui se trouvait autour des restes, tout était complètement intact. Les meubles n'ont pas brûlé. Il y avait même une pile de journaux qui était juste à côté de sa chaise, qui était complètement intacte. Les tapis, les murs de l'appartement, tout était intact. Les seules traces d'un incendie étaient qu'il y a du matériel en plastique qui a ramolli et il y avait également la présence de suie au plafond à cause de la chaleur et de la fumée. En raison des circonstances mystérieuses de l'affaire, on pense que Marie Reeser a été victime d'une combustion humaine spontanée. C'est apparemment lorsqu'une personne s'enflamme suite à une réaction chimique à l'intérieur de leur corps. Apparemment, ce serait pas le premier cas de combustion humaine spontanée. Il y a déjà eu plusieurs témoignages depuis le XVIe siècle. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une véritable enquête qui a été menée et aujourd'hui cette affaire reste encore un mystère non résolu. Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées. La première, c'est que vu que Marie était fumeuse et qu'elle prenait des somnifères pour dormir, peut-être qu'elle s'est endormie et que sa cigarette n'était pas entièrement éteinte. Sa cigarette aurait alors inflammé sa chemise inflammable et elle aurait brûlé lentement à cause des graisses du corps. Mais cette théorie ne tient pas trop la route parce que l'enquête a déterminé qu'elle a été brûlée à 3000 degrés. Il y a aussi la théorie du tueur qui a été émise. Je rejoins un petit peu plus cette théorie, comme quoi Marie aurait peut-être été brûlée autre part. Peut-être que le tueur avait accès à un crématorium. Il l'aurait brûlé là-bas avec sa chaise, donc c'est vraiment très bizarre. Et il aurait ensuite déposé les restes dans son appartement. Bon, pourquoi est-ce qu'un tueur ferait ça? C'est complètement what the fuck, quoi. Mais ça reste une théorie possible. Quant au crâne qui a été rétréci, je suis en train de me demander si c'était véritablement son crâne. Est-ce qu'ils ont vérifié? Je sais pas. En 1970, Keith Sapsford, un adolescent de 14 ans, vivait avec ses parents à Sydney en Australie. Keith n'avait qu'une seule chose en tête, c'était de voyager. Et il n'avait que 14 ans. Il voulait absolument partir à la découverte du monde. Bon, ses parents n'étaient pas contre, hein. Ils ont tout fait pour essayer de l'emmener en voyage autant de fois que possible, en fonction des disponibilités qu'ils avaient et en fonction de leurs moyens. Mais ça ne semblait jamais assez pour Keith. Dès qu'ils rentraient de leur voyage, il voulait absolument repartir. Il est devenu un enfant rebelle qui s'est mis à fuguer plusieurs fois. Et donc à ce stade, ses parents étaient très inquiets pour lui et ils ont décidé de le placer dans une institution catholique. C'était une institution très stricte qui gérait les enfants avec des problèmes comportementaux et donc ils espéraient que cette institution allait aider leur fils. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ils l'espéraient parce que seulement 15 jours après être entré dans cette institution catholique, Keith a réussi à s'enfuir et il est allé à l'aéroport. Il a réussi à aller sur le tarmac, alors c'était à l'époque, hein, c'était en 1970, donc il n'y avait pas la même sécurité qu'aujourd'hui. Et une fois sur le tarmac, il s'est dirigé vers un avion qui avait pour destination Tokyo, mais on pense qu'il ne le savait pas à ce moment-là. Donc il est allé à cet avion et il a grimpé dans la trappe du train d'atterrissage de l'avion et il est resté caché à l'intérieur jusqu'à temps que l'avion décolle. Ce jour-là, il y avait un photographe amateur du nom de John Gilpin qui prenait des photos des avions qui décollaient. Donc il a pris plusieurs séries de photos et ensuite il est rentré chez lui. Une semaine plus tard, il a fait développer les photos qu'il avait prises et voici ce qu'il a capturé sans le savoir. Keith est tombé de l'avion. Il a fait une chute de 60 mètres et bien évidemment, il n'a pas survécu. Ed Gein était un garçon qui a grandi dans un environnement difficile. Son père était un alcoolique violent
qui battait régulièrement sa femme. Quant à sa mère, Augusta, elle, c'était une fanatique. C'était une femme dure et dominatrice qui n'avait pas de difficulté à imposer ses croyances par la force, tant à ses fils qu'à son mari, qui n'avait pas son mot à dire. D'ailleurs, pour information, elle détestait son mari, et en même temps, ça se comprend un petit peu, vu qu'il la battait. Elle a éduqué ses enfants avec la croyance que le monde était rempli de mal à chaque coin de rue et qu'elle devait absolument protéger sa famille. Et de ce fait, ils habitaient à l'extérieur de la ville, dans une ferme. Ils habitaient à l'écart parce qu'elle pensait que vivre en ville allait corrompre ses deux fils. Pour vous dire, Ed et son frère n'avaient pas le droit d'avoir des amis et dès qu'ils montraient des signes qu'ils en avaient, leur mère les punissait. Elle disait également que les femmes étaient des êtres impurs et mâles pour éviter que ses fils se mettent à draguer et qu'ils aient ensuite des relations. Donc les seules fois où Ed quittait la ferme, c'était lorsqu'il allait à l'école, mais il n'a jamais réussi à établir de lien avec ses camarades. Il était timide et socialement maladroit. Les enfants le trouvaient bizarre. Des fois, Ed se mettait soudainement à rire comme ça, d'un seul coup. Il avait aussi un œil paresseux et un trouble de la parole, donc c'était difficile pour lui de s'intégrer et les enfants se moquaient de lui. Malgré tout ce que sa mère lui faisait subir, Ed adorait sa mère. Il absorbait toutes ses leçons sur le monde, il lui vouait un véritable culte et il ne lui tenait jamais tête. À la différence de son frère. En 1944, Ed et son frère étaient en train de brûler des herbes de leur propriété. Et pendant qu'ils faisaient ça, à un moment donné, le feu est devenu complètement hors de contrôle. Lorsque les pompiers sont arrivés pour éteindre le feu, Ed leur a dit que son frère a disparu. Donc ils l'ont cherché et ils l'ont retrouvé peu de temps après. Il était face contre terre, mort, apparemment d'asphyxie. Il n'y avait aucune trace de brûlure. Sur le moment, on aurait dit que c'était un accident, mais il y a quand même des enquêteurs qui ont soupçonné Ed d'avoir peut-être tué son frère, mais aucune accusation n'a été faite contre lui. Ce qui veut dire qu'en 1944, Ed et sa mère ont la ferme pour eux tout seuls, parce que son père est décédé en 1940. Donc, ils sont maintenant tranquilles pour exercer leurs croyances, leur religion comme bon leur semble, parce que le frérot ne pose plus de problème. Ed et sa mère ont vécu complètement isolés dans cette ferme pendant 1 an, jusqu'à la mort d'Augusta en 1945. Ed n'a pas accepté la mort de sa mère. Après sa mort, il a transformé toute la maison en une sorte de sanctuaire en sa mémoire. Il a fermé toutes les pièces qu'elle avait utilisées pour les garder en parfait état et il a emménagé dans une petite pièce à côté de la cuisine. Vu qu'il vivait seul, il a commencé à sombrer dans ses obsessions. Il passait ses journées à étudier l'anatomie humaine, à se renseigner sur des expériences médicales nazies. Il a carrément essayé de faire revivre sa mère en faisant des incantations devant sa tombe. Le temps est passé et en 1957, soit une dizaine d'années plus tard, il y a une propriétaire d'un magasin qui s'appelle Bernice Warden qui a disparu. Il n'y a que des traces de sang qui ont été retrouvées. Donc les policiers ont fouillé un petit peu dans son magasin et ils ont découvert que son dernier client c'était Ed Gein qui avait acheté un bidon d'antigel. Donc les policiers sont allés à la ferme de Ed pour lui demander s'il avait vu ou entendu quelque chose, s'il avait des informations. Et en arrivant chez lui, ils ont découvert un véritable cauchemar. Il y avait un nombre incalculable d'os, il y avait des morceaux d'os empalés sur les montants de son lit. Les rideaux, les draps, gants et abat-jours étaient fabriqués à partir de peau humaine. Ed se servait en fait des restes d'humains pour fabriquer tout ce que vous pouvez imaginer dans une maison. Ça pouvait être des ustensiles de cuisine, des meubles. Ils ont également trouvé le corps de Bernice Warden. Elle était suspendue par les pieds et je vous épargne les détails. Ed Gein a avoué à la police que la plupart des restes ont été recueillis de 3 cimetières locaux différents. Il a commencé à déterrer des cadavres environ 2 ans après le décès de sa mère. Il a dit à la police qu'il allait dans ces cimetières dans un état second, à la recherche d'un corps qui ressemblerait à celui de sa mère. Il a déclaré que ce qu'il voulait faire, son véritable objectif, c'était de fabriquer un costume de femme afin qu'il puisse
je vous cite, « devenir sa mère et se glisser dans sa peau ». Ed Gein a été arrêté, il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique pour criminels et il y est resté jusqu'à la fin de ses jours. Ensuite, sa ferme a mystérieusement brûlé. Alors la grande question que vous vous posez certainement, c'est combien de personnes est-ce qu'il a tué? Eh bien on ne sait pas. On sait que la police a identifié au moins 40 corps chez lui, mais il a affirmé que ces corps provenaient des cimetières de la ville. Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous avoue que c'est pas non plus trop mon style, trop mon truc, de vous partager des trucs aussi dark. Mais voilà, j'avais envie de tester à nouveau ce petit format-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, un petit commentaire également. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.